J'aimerais inviter sur scène M. Paul Arsenault, qui est titulaire de la chaire Transat et directeur de veille en tourisme. Bon main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Steve. Ça fait plaisir, moi aussi. Oh oh! 50. Bonjour à tous, francophones et francophiles. Quelques commentaires en partant. La mairesse de Moncton précisait qu'en Acadie, tout le monde s'appelle Leblanc. C'est pas vrai, ils s'appellent tous Leblanc ou Arsenault. On avait le système reproductif assez efficace, semble-t-il. Oui, il y en a beaucoup. Première des choses. Deuxième des choses, je tiens déjà à l'avance à m'excuser à la traductrice là-bas dans la boîte. J'ai déjà eu des griefs qui ont été faits par l'Association des traducteurs parce que je parle vite, trop vite. Il y en a 3 qui sont tombés en burn-out par ma faute. Je suis désolé. Alors, merci au réseau, merci à Denis, merci à l'équipe de m'avoir invité. J'ai dit oui, parce que c'est Gabrielle, d'ailleurs, qui est mon ancienne étudiante. Elle m'a dit « Veux-tu venir? » Puis après ça, elle m'a dit que c'est à Grande Prairie. Puis après ça, j'ai compris que c'était un petit peu plus loin que ce que j'avais imaginé. Mais je suis content de le faire. Je veux dire, quel bonheur. Tourisme, francophonie, quelques propos liminaires. Ou, on pourrait le dire différemment, c'est la conclusion. Fait que je vais vous donner tout de suite la conclusion. Vous pouvez faire dodo par la suite ou envoyer des textos, il n'y a pas de problème. Donc, vous aurez déjà tout su. Quand on parle de tourisme, c'est le fun le tourisme, c'est le fun. Les maires qui ont créé le réseau avaient ce discours-là, l'importance du tourisme, de mettre en tourisme, l'importance économique, l'importance de la fierté. Tout à fait, j'en suis. Quand on enseigne, quand on réfléchit, quand on pense au tourisme, quand on veut faire du développement touristique, quand on veut faire de la promotion touristique, il faut qu'on change notre perspective. Il faut qu'on débarque de notre petit nombril et qu'on s'intéresse à nos visiteurs. Il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit de quelqu'un qui sera en voyage, en visite, en vacances, qui aura pris du temps, qui aura mis de l'argent. Oui, l'argent qui va être dépensé dans la communauté, on est content, mais il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Le voyageur ne sera jamais dans un état d'esprit de dire où est-ce que j'allais donner du fric dans une communauté pour qu'ils soient contents et que leur réseau soit pertinent. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc, première des choses. Deuxième des choses, il n'y a pas de magie. Il faut être patient. S'il y avait une formule qui faisait en sorte que, parce que je vous ai parlé aujourd'hui, que l'année prochaine, il y aurait 4 fois plus de touristes à Grande Prairie, ça serait étonnant. Et ça serait de la magie, effectivement. Et si j'avais une solution pour faire ça, je pense que je serais immensément riche et je ne serais pas ici en train de vous en parler. Je vous le vendrais très cher, cette solution-là. Il n'y a pas de magie, il faut de la patience là-dedans. Et qui dit patience dit stratégie. Il y a un danger à s'imaginer que de créer le réseau vient de résoudre tous les problèmes et que tout va tomber en place par la suite. Stratégie, pas dans le sens de payer un consultant très cher pour qu'il nous dise des choses qu'on sait déjà, mais une espèce de feuille de route. Feuille de route sur 5 ans, sur 10 ans, sur laquelle on va se poser des questions d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller, et comment on pourra mesurer en cours de route qu'on aura réussi. Ou qu'on n'aura pas réussi, ça se peut. Dans la stratégie, c'est pas réussir à tout prix par tous les moyens, mais c'est de se dire d'où est-ce qu'on part et quelles sont nos attentes. Et ça va faire partie, je pense, d'une chose importante. Puis j'étais content d'entendre que le Centre de la francophonie des Amériques récupérait d'une certaine façon, de façon très positive, le réseau, parce qu'il y a cette logique-là qui est beaucoup plus large que le tourisme et la mise en tourisme. Je vais vous donner un exemple. Tiré de Québec, à l'époque où M. Labonde n'était pas le maire. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans. J'avais fait une étude pour la Ville de Québec, pour l'Office du tourisme de Québec, sur le tourisme culturel et patrimonial. Et il y avait une chouette communauté de gens, donc les musées, les centres d'interprétation, ils étaient vraiment charmants, ces gens-là. Et je faisais une animation, une espèce de focus group avec eux autres pour réfléchir à comment on pouvait aller plus loin. Et là, ils ont été tous contents de me montrer qu'ils avaient créé un site Internet puis une super belle carte sur laquelle, je pense qu'il y en avait 44 à l'époque, musées et centres d'interprétation de Québec, de la grande région de Québec étaient, puis il y avait les coordonnées, le numéro de téléphone, le site Internet, les heures d'ouverture. C'était fabuleux. Là, j'ai dit, oh, c'est beau, c'est très beau produit. Là, j'ai dit, vous êtes une douzaine ici. Est-ce qu'on va être d'accord avec le fait que vous êtes les plus grands amateurs à Québec de musées et de centres d'interprétation? Il n'y a pas grand monde qui doit vous battre là-dedans parce que vous devez juste faire ça dans votre vie, dans vos vacances, dans vos voyages. Ça doit être la seule chose qui vous intéresse. Tout dit oui. Je dis, fine.
Je dis, maintenant, vous dites que c'est riche à Québec, il y en a 44 musées, centres d'interprétation. Ils disent oui. Je dis, maintenant, à main levée, qui parmi vous, les plus grands amateurs de musées et centres d'interprétation, en a visité plus de la moitié? Ça veut dire 22. Personne n'a levé sa main. Là, j'ai dit, c'est ça l'erreur. Et c'est l'erreur de l'exemple ici à ne pas faire avec la francophonie, de dire, hey, on est 140 villes, on a un réseau, on est super bon, on ne s'est jamais vu, on ne le sait pas, puis c'est un petit truc d'initié. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Puis les exemples que je vais vous donner, c'est un petit peu tout ça. C'est peut-être des choses que vous connaissez. Je n'ai pas à vous apprendre. Je vais juste essayer de vous inspirer. En 1 heure et quart, de vous amener en disant, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ce matin. Au Canada, on a une ministre du patrimoine, historiquement, qui a eu une démotion. Puis là, on avait de la peine pour elle, puis elle a été nommée ministre du tourisme et de la francophonie, puis ça, c'était la honte la plus absolue. Il y a des élections dans 1 an, fait qu'on a une ministre du tourisme et de la francophonie, ensemble. Tourisme et francophonie, Canada. Elle a 1 an pour remonter en galon. Fait que moi, je pense qu'elle va vouloir travailler très, 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 très fort à ce que le tourisme et la francophonie, ensemble, puis ça tombe-tu bien? On est comme ici sur le réseau tourisme francophone. Wow! Il y a des hasards dans la vie qui ne s'inventent pas. Ça va prendre du temps, je vous l'ai dit. Ça va prendre un fil conducteur. On ne peut pas juste dire, parce qu'on est francophone et francophile, on a fait la job. C'est des discussions qu'on avait avec Denis, c'est-à-dire qu'on peut avoir des circuits, oui, qui sont en partie francophones. Puis c'est quoi être francophone? Parce qu'à certains endroits, des gens parlent français, parce que des Français sont passés par là, parce que quoi? Et c'est quoi le fil conducteur? Et pas notre fil conducteur comme nous, de dire on a fait un petit inventaire, bon, parfait, il y a 4 musées, il y a une statue, il y a un hôtel où à la réception, on a une chance sur 2. Ça, c'est comme Air Canada, service bilingue. Donc, on a une chance sur 2. Dans Air Canada, c'est une chance sur 12, là, mais autre problème, que quelqu'un s'exprime en français. Ce n'est pas une motivation suffisante pour que je prenne mes vacances quelque part. On se met du point de vue du touriste, du visiteur. Ça ne me convaincra pas de prendre mes vacances. On fait donc pas ça pour nous, on fait ça pour les visiteurs. Le français dans tous ses étapes. La question de la francophonie, vous êtes bien plus intelligent que moi là-dessus, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des gens en France, des gens dans l'Europe francophone, ça veut dire des francophones en Amérique du Nord, ça veut dire des francophones qui visitent en Amérique du Nord, ça veut dire des gens en Amérique du Nord d'origine francophone qui ont un intérêt. Ça veut dire que oui, il y a du patrimoine, il y a de l'histoire, mais il y a quelque chose de très actuel aussi. Puis je vais essayer de vous donner cette notion-là qui est importante pour moi. La francophonie, c'est pas un musée. C'est pas quelque chose qu'on regarde sous un globe de verre, qu'on dit « Oh, c'est intéressant la francophonie. Oh, il y avait de l'air de ça. » C'est pas ça, être francophone. Je veux dire, c'est quelque chose de vivant, on l'a dit tout à l'heure, c'est un objet de fierté. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de décrire le monde qui nous entoure, qui est différente. M. le maire le disait tout à l'heure, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est différent. Et on pense qu'il y a suffisamment de gens sur la planète pour que, au final, si on le met en valeur, si on le fait bien, si on prend notre temps, si on a une stratégie, si on travaille ensemble, si on se donne des ressources très importantes, si on ne se marginalise pas nous-mêmes. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure des centres et des musées d'histoire, c'est on fait un petit clan, puis on ne laisse pas personne rentrer, puis on dit on est francophone. Puis je vous donne un punch, je vais vous présenter tout à l'heure le corridor francophone que le réseau de développement économique super chouette a développé. S'il y a un seul problème avec le corridor, c'est qu'il est en marge. Moi, ce n'est pas un corridor. Je veux dire, comment je vais découvrir qu'il y a un corridor francophone au Canada si je ne le sais pas déjà? Et comme c'est des touristes, qui va me dire en Suisse que je devrais savoir que je devrais penser à aller voir que? Je vais vous donner un autre exemple. Je suis la chaire de Tourisme Transat. Il ne faut pas répéter ça à M. Eustache, il va être fâché après moi. Transat est un des leaders dans le tourisme durable, un des leaders en Amérique du Nord. Vraiment, ils ont mis des efforts, tout le kit. Si vous voulez réserver un voyage durable, il faut aller dans une section du site Internet qui est impossible à trouver. Alors que si vous voulez choisir la date, le nombre d'étoiles, le prix à payer, ça va être super facile. Mais vous voulez quelque chose de durable, ils ont fait des efforts, mais vous allez vous aussi faire des efforts pour le trouver. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Il va falloir qu'on convainque avec Mme Joly, ministre du Tourisme et de la Francophonie, que Destination Canada devrait pousser ça à l'os. Et pousser ça à l'os, le tourisme francophone, c'est pas dire on va laisser une place pour l'Est du Canada, puis Québec fait déjà la job. Là. Ils le font très bien. Montréal fait très bien la job. Ils n'ont pas besoin de... Et cette mise en réseau-là va prendre son sens. Et pour finir, dernière conclusion, après ça, on va prendre la pause tout de suite, ça va être fait. C'est bon, Steve? Après ça, c'est le fun, la pause. C'est mon moment préféré. Ça, avec le cocktail, c'est mes 2 moments préférés. Excuse.
Importance économique, mais pas juste ça. Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut prendre la perspective du voyageur, ce n'est pas son portefeuille qu'on doit viser. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va réussir comme ça. Ça ne devrait pas être notre priorité. C'est une importance économique, oui, parce que oui, il y a beaucoup de monde qui se promène sur la planète. Oui, il y a des millions, des dizaines de millions de francophones qui voyagent sur la planète, mais ce n'est pas par là qu'on va les avoir. C'est par cette fierté-là. On l'a dit, hein, le fait d'avoir gardé vivante cette langue, de la vivre, de la partager, d'en être fier, ça va être un moteur. Puis on va voir comment on est capable de le décliner par la suite. Merci de votre attention. Importance du tourisme dans la francophonie, il y en a beaucoup. Les chiffres ne sont pas si importants que ça. Tourisme en croissance à travers le monde. On avait en 2017, et on estime qu'en 2018, on aura des voyages internationaux. Donc, un voyage, quelqu'un qui part d'un pays pour aller dans un autre pays, 1,4 milliard. Je répète, 1,4 milliard de gens en 2018 qui seront partis d'un pays vers un autre pays. Pour vous donner une idée, il y en avait 900 millions en 2008. Voilà 10 ans. Donc, on a rajouté 500 millions de voyages internationaux en 10 ans. Pour ceux qui se posent la question, on disait l'économie tout à l'heure, est-ce qu'il y a du potentiel dans le tourisme? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Beaucoup, 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 beaucoup. Hausse de 7 des arrivées de touristes internationaux, donc c'est une croissance. La technologie ne peut pas se vanter de ça, le papier ne se vante pas de ça. Il y a plein de secteurs d'activité économique qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont eu des fluctuations très importantes. Le tourisme est le seul sur la planète. Croissance continue tout le temps. On peut avoir des attentats terroristes, on peut avoir toutes sortes de problèmes, le tourisme est toujours là. Les Français, évidemment, qui est la première source qui nous intéresse, sont parmi les plus grands voyageurs sur la planète. Et je ne sais pas si vous savez, il y a un classement qui a été fait, je l'adore celui-là, les pays où on a le plus de journées de vacances et les pays où on en a le moins. Vous savez que le Canada est en avant-dernière position et que la France est en deuxième position des gens qui ont le plus de voyages. C'est intéressant, ça. De ce point de vue, pour eux autres, je veux dire, pour nous autres, c'est moins intéressant. On a moins de journées de vacances que les Américains, il faut l'imaginer. Et ils étaient près de 600 000 Français à être venus au Canada en 2017. 600 000. Là, on parle d'individus, là. 600 000. Juste ça, il y aurait quelque chose. Les Belges ont fait 11,6 millions de voyages aussi. Les Suisses sont des grands voyageurs aussi. Et c'est 90 qui voyagent à l'étranger. Vous allez me dire que la Suisse, c'est tellement petit qu'ils n'ont pas le choix. Ils trébuchent puis ils tombent dans un autre pays, là, mais bon. Et les Romans, donc les Suisses francophones, également, voyagent beaucoup. Ça, c'est pour les stats. Potentiel économique et social. Évidemment, c'est une activité complémentaire et c'est une activité de diversification. L'erreur à faire, et Dieu que je l'ai entendu, l'usine a fermé, tout va mal, notre secteur économique est en catastrophe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver la vie de la communauté? Du tourisme. Il n'y a personne qui a envie d'aller voir des ruines de vieilles usines qui ont fermé. En soi, ce n'est pas intéressant. Encore une fois, il faut changer notre perspective. C'est quand ça va bien que c'est le moment d'y penser. Ce n'est pas quand ça va mal. Il faut juste être plus patient quand ça va mal. Oui, création d'emplois. Et là, l'impression qu'on a, ou la mauvaise tentation qu'on va avoir, puis c'est un des enjeux qu'on va avoir en Amérique du Nord au niveau des bassins de main-d'œuvre, puis on a particulièrement au Canada des enjeux démographiques, où on a moins de métiers. Mais les métiers du tourisme liés au tourisme ne sont pas juste des jobs d'entrée, ne sont pas juste des jobs pour payer ses études. Il y a des jobs d'excellente qualité. Puis je vois ici avec Marianne, qui est à l'ACFA, et je vois ici Gabrielle, 2 anciennes étudiantes du bac en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à Montréal. Bravo, mesdames. Des gens d'une excellente qualité et qui ne travaillent pas directement dans le tourisme, mais qui travaillent en marge du tourisme pour développer cette activité économique-là. Donc, il faut avoir dans cette vision-là, puis j'étais content d'entendre tout à l'heure cette notion-là d'avoir des stagiaires, de faire bouger les gens, les jeunes, ça fait partie de ce développement économique-là. C'est une principale valeur ajoutée du développement touristique des communautés francophones minoritaires. J'ai un peu 2 messages à vous envoyer. C'est qu'il n'y a pas de magie, mais de l'autre, c'est que je vais essayer de vous donner des exemples que, parfois, avec peu de moyens, mais beaucoup d'ingéniosité, on est capable de faire des miracles. Il y en a qui ont été faits. Puis on va vous donner des exemples d'autres situations situations de linguistique minoritaire qui ont eu des succès. Évidemment, on va le faire parce qu'on veut vitaliser et donner de la vitalité à la communauté. On veut que le milieu soit un meilleur endroit où vivre. On parle de plus en plus, vous allez entendre ce terme-là, d'attractivité territoriale. Le fait que, vous allez me dire, c'est pas le fun chez nous, c'est plate, c'est laid. Vous habitez là. Il y a une raison pour laquelle vous habitez. On pourrait habiter n'importe où sur la planète, on pourrait habiter n'importe où en Amérique du Nord. On a choisi de rester quelque part. Il doit y avoir minimalement une raison qui fait qu'on a un attachement à la place où on est.
parce que notre famille y était, parce qu'on a fait notre vie, parce qu'on est tombé en amour, parce qu'il y a quelque chose qui fait. Ce n'est pas un désert le plus absolu. Donc, en stratégie, si on est quelque part ou si on va dans un endroit touristique, c'est parce qu'on a choisi d'y aller. Donc, il y a ça. Il y a un renforcement de l'identité collective, du sentiment de fierté et de cohésion sociale. Puis ça, je l'ai beaucoup entendu. Ce volet-là, j'ai entendu dans les conférences ce matin, dans les allocutions. Je sens cette volonté-là, que c'est en quoi nous sommes liés par ce partage d'une histoire commune. Et c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, et c'est un terreau très, très, très fertile pour faire de la mise en tourisme par la suite. Ça permet aussi la mobilisation citoyenne et freiner l'exil des jeunes. Si on est intéressant pour les touristes, au final, on sera intéressant pour les jeunes. On va leur donner cette attractivité-là encore, cette volonté de se dire « je peux me réaliser parce que je vois un futur ici ». C'est important. Le tourisme, hein, ça mène partout. Améliorer la qualité de vie, l'épanouissement, évidemment. Je pense à mes amis des Îles-de-la-Madeleine, hein, cette petite île minuscule de 13 000 habitants, je vais vous en parler tout à l'heure, dans l'estuaire du Saint-Laurent, qui a vécu de la pêche essentiellement les 100 dernières années et dont le tourisme est rendu le deuxième produit, contribution au produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait les pas perdus, ça a fait des fromageries qui se sont ouvertes. Hein? Le jeune qui est parti, qui a ramené les vaches, j'ai oublié c'est lesquelles, qui étaient les vaches d'origine, qui a fait le pied de vent. Ces histoires-là sont fabuleuses. Ces histoires-là traversent. Ces histoires-là donnent le goût aux gens d'y aller et de s'y installer. Pensons à des choses comme l'Islande. Qui n'a pas entendu? Tout le monde va en Islande. Moi, je regarde mon fil Facebook, tout le monde est en Islande. Une petite île, je veux dire, puis tu regardes, c'est un pilier volcanique. Ça fait peur. Quand on regarde d'en dessous, là, ça n'a pas l'air solide. Tu dis, je veux dire, crac, ça tombe. Puis, en tout cas. Donc, tout ça pour dire qu'il est possible de faire des choses. Des petites communautés ont fait des miracles. J'aurais dû le mettre l'Islande, je ne l'ai pas mis, mais l'Islande, pourquoi? Parce que le gouvernement y a cru, parce qu'on a soutenu, on a ouvert un bureau en Amérique du Nord de marketing touristique super intelligent, super bien fait, parce qu'on a soutenu le développement de compagnies aériennes. On est capable de faire des miracles. Si les Islandais sont capables de le faire, les francophones d'Amérique du Nord sont capables de les battre, c'est sûr. Parce que ça va améliorer la notoriété de la région. Parce que qui connaissait l'Islande, là, 15 ans ou 20 ans? Je veux dire, oui, le nom, mais c'est quoi? Comment on y vit? À quoi ressemblent les paysages? On voit ça partout. La mise en valeur des patrimoines culturels et naturels, et surtout aussi le développement et l'accessibilité à des infrastructures et à des ressources touristiques. Donc, la mise en valeur de ce qu'on a, de ce que nous sommes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma première slide, je vais revenir. J'ai-tu le droit de reculer? Vous savez, c'est quoi en haut, de loin? Sur mon ordinateur, hier soir, dans ma chambre, ça avait l'air, c'est une photo de Grande Prairie l'hiver. Mais de loin, ça ressemble plutôt à... C'est blanc. La prairie, elle est grande, définitivement. Où est-je? Pour les communautés linguistiques, il y a évidemment des enjeux. Il ne faut pas être naïf. Je parlais, il n'y a pas de magie ici. Il y en a des enjeux. L'éloignement, l'éparpillement des communautés francophones. C'est grand, l'Amérique du Nord. Hein? Moi, j'avais un collègue français que j'avais invité. J'avais expliqué qu'on irait dans le nord de Montréal pour le week-end. Lui, il n'avait pas compris qu'on allait dans les Laurentides. Il avait compris qu'on allait à Coudjouac. J'ai fait non. Il a dit, est-ce que je peux y aller ce week-end? J'ai dit non. Puis même si tu voulais y aller, c'est 1 800 $. Puis tu vas passer une journée dans l'avion pour y aller, puis la journée le lendemain. Donc, c'est impossible. Donc, on a des enjeux. Ils sont réels. Un renouvellement de l'innovation en matière de produits touristiques. La force du réseau va se prendre dans la mesure qu'on va s'épauler, qu'on va mettre ensemble des ressources et qu'on va développer des trucs. Si chacun de notre bord, on met en valeur le statut, le parc où est passé un explorateur français, on va se revoir dans 5 ans, on va être un petit peu déçus, logiquement. La promotion touristique des entreprises, des communautés francophones en milieu minoritaire, on n'a pas de ressources. Puis si on regarde nos amis de Québec, si on regarde nos amis, l'Office du tourisme de Québec a, avec une taxe sur l'hébergement, un budget d'à peu près 25 millions de $. Tu sais, le Québec pourrait très bien dire, arrangez-vous avec vos troubles, les autres francophones, nous, on va s'arranger tout seul. Et malgré tout ça, c'est un travail à refaire. Et malgré tout ça, si on leur pose la question de l'Office du tourisme, ils vont vous dire, on n'a pas assez de ressources pour faire notre travail. Donc, l'idée de la mise en commun, puis ça, on le sait, le tourisme est à sa base. Il n'y a pas l'hôtel ici, le Pomeroy, le Pomeroy, n'est pas capable de vendre tout seul Grande Prairie. Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas faire de la publicité à Lafayette en disant « Venez à Grande Prairie, venez dormir chez nous ». Personne ne choisit ses vacances par l'hôtel. On choisit la destination, après ça, l'hôtel. Donc, vous comprenez cette logique-là. Oui, il y a des enjeux, et c'est là que la mise en réseau va trouver tout son sens. Les collaborations, les partenariats à l'intérieur de la communauté et entre les communautés, il va falloir le faire.
L'exemple des stages en est un. L'exemple de bonnes pratiques. L'exemple de, je ne sais pas si tu vas le dire, mais on avait eu cette discussion-là ensemble, d'une université d'été où on commence à travailler ensemble réellement, à se rencontrer, et pas juste dire qu'une fois par année, on se rencontre ici dans une salle, on est content, puis on se reverra l'année prochaine. C'est pas assez. Les problématiques liées aux ressources humaines francophones. Quand on parle de l'insertion linguistique chez les jeunes, c'est important, c'est essentiel. Il y a nos amis, excusez-moi de donner des exemples du Québec, l'Association des stations de ski du Québec fait des choses depuis 20 ans. C'est qu'ils donnent aux étudiants de 5e année du primaire l'accès à toutes les montagnes de ski gratuits au Québec. Il y a 2 choses intelligentes là-dedans. La première, c'est qu'il n'y a pas un seul étudiant de 5e année du primaire qui va à la station de ski tout seul, donc il amène son parent qui lui paye son billet. Ils sont quand même pas si fous que ça. Et la deuxième, c'est qu'il crée de la vocation chez les tout-petits de faire du ski, d'aimer faire du ski et de continuer la pratique. La même chose avec la francophonie. Si on n'a pas plus de développement démographique de gens qui s'intéressent au français, pas obligé de le maîtriser parfaitement, pas obligé de le parler tous les jours dans son milieu, mais qui sont capables de participer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si on a créé cet intérêt-là, d'un point de vue touristique, il n'y a aucun doute que c'est la façon de faire. Si on ne le faisait pas, moi je dirais, vous allez le faire pour une génération, puis quand la nouvelle génération va arriver, vous allez être complètement déclassé. Il va être trop tard. Nos amis hispanophones sont assez dynamiques à cet égard-là. Les services en français dispensés par des entreprises, c'est sûr, c'est pas une obligation. C'est souhaitable, mais ça ne peut pas être juste la seule façon qu'on aura d'attirer des gens, de dire qu'il y a quelques personnes, encore une fois, qui parlent français. Et l'adaptation des programmes gouvernementaux en lien avec des défis de communauté des entreprises associées au tourisme. Il y a un problème, j'insiste beaucoup, je pense qu'il y a une représentation à faire auprès de la ministre en question. Je pense que le tourisme doit être davantage développé. Jean Chrétien, premier ministre jadis naguère, avait créé la Commission canadienne du tourisme, avait mis 100 millions de dollars. On n'a même plus ces sommes-là 20 ans plus tard au niveau du gouvernement fédéral. Et ça, c'est ennuyeux, puis ça fait partie aussi de nos... ça devrait être revendications, j'allais dire, ou enfin nos demandes. Grande tendance touristique. Ça, c'est dur parce qu'on pourrait passer la journée juste là-dessus. J'en ai retenu 4. La première, c'est cette recherche d'authenticité. Personne ne veut voir un Walt Disney ou un Las Vegas de la francophonie. Hein? Je n'ai pas assisté au spectacle hier, je suis vraiment déçu, mais là, on est dans la plus authenticité possible, de raconter cette réalité-là. Ce que tu fais toi aussi, de raconter cette réalité-là, ça, c'est de l'authenticité. Et ça attire quelqu'un. Et ça donne envie d'aller voir, de prendre du temps de ses vacances précieuses à chaque année. C'est précieux, les vacances. Hein? À main levée, qui, en septembre, à la première semaine de septembre, s'est dit « Oh, zut, cette année, j'ai oublié de prendre mes vacances. » Encore une fois. Ah non, c'est complètement sorti de la tête. Non. On le sait. Peut-être même que vous savez à quel moment vous allez prendre vos vacances l'année prochaine. On n'oublie pas ça. L'expérience du visiteur, c'est un mélange de créativité humaine et d'innovation numérique. La technologie est essentielle. La technologie nous donne accès à des choses qu'on n'avait pas moyen d'accéder avant. On est capable, avec tes capsules, je ne sais pas d'où est-ce que les gens, les visionnements viennent, mais tu as probablement des gens qui viennent d'Afrique, d'Asie, qui t'ont découvert comme ça sur la vie francophone en Alberta. C'est un potentiel énorme. Le problème, c'est que tout le monde a ce potentiel-là et tout le monde fait à peu près la même formule. En jeu avec le numérique, surtout dans le tourisme, on est à la recherche de la solution magique et gratuite, hein, qui va faire la job. Je vais faire une page Facebook, plus besoin de faire de marketing. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. La personnalisation. On a tous des gros égos et on pense tous qu'on est différents. J'ai quitté pendant un mois Facebook et Instagram parce que je suis allé au festival Oshéaga à Montréal, super chouette Oshéaga. J'ai regardé le fil Instagram, c'est toute la même maudite photo. J'ai vu des photos d'à peu près 100, 200 personnes qui tous pensent être originales et se prennent dans le même décor de la même façon. Mais néanmoins, on doit trouver un moyen de personnaliser. Hein, on le sait, moi je suis un grand amateur de... qui a un appareil cellulaire ici? Hein? On a tous un iPhone ou un Samsung, hein, à peu près. Mais on a tous trouvé la petite coquille, la petite coque différente. Parce qu'on pense que notre téléphone qui est pareil, vendu en centaines de millions d'exemplaires, c'est le mien parce que je l'ai personnalisé. Je badine un peu, vous le comprenez, mais cette idée-là qu'on se sent différent, on ne veut pas, tu sais, si on dit tourisme de masse, aller dans un tout inclus, hein? On n'aime pas ça aller dans les tout inclus, hein?
où vont les Canadiens en voyage? Quand on regarde là, la réalité du nombre de voyages qui est fait, là, première destination aux États-Unis, deuxième destination, c'est dans l'ordre Cuba, République dominicaine, Mexique. Fait qu'on n'aime peut-être pas les tout inclus, mais visiblement, notre portefeuille et la réalité des statistiques nous prouvent qu'on aime ça pas mal pantoute. Et pourquoi on aime ça pas mal pantoute? Parce qu'il y a l'hiver. Et le recours à la technologie, encore une fois, qui est nécessaire. Je vais vous donner des exemples. Là, finalement, c'est la diapositive d'intro, puis j'ai passé 15 minutes dessus. C'est quoi une expérience authentique? C'est quoi être authentique? Donc, c'est unique, original, artistique, inventive, spontané, qui est sur nos racines, sur notre mode de vie réel. On ne veut pas une mise en scène. On ne veut pas une mise en scène. Personne ne veut une mise en scène. On veut découvrir quelque chose de différent. Puis encore une fois, nécessairement, notre façon d'être est différente dans chacune de nos communautés. On veut qu'elle soit réelle, en lien avec l'histoire, la culture, la nature, mais pas juste ça. Et surtout pas avec les milléniaux. Personne n'a aucun intérêt à une approche didactique de la culture et du patrimoine. Je regarde avec le 375e anniversaire de Montréal, fêter un 375e en partant, c'était une erreur, mais ça, c'est une autre histoire. Et il y avait les gens des musées qui avaient dit « Ah, on évacue complètement la dimension historique. » Non. Puis on n'en fait qu'une chose ludique. Il y a moyen d'être ludique et être pertinent d'un point de vue historique. On n'est pas obligé d'être plate et didactique. Et encore une fois, quand on pense à nos vacances, et tous les voyageurs et touristes sont comme ça, on n'imagine pas qu'on va aller se faire chier pendant beaucoup de temps dans un endroit ennuyeux pour ne voir que des musées. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Pensez-y. Ça, c'est un ancien consultant américain qui disait ça. En voyage, comme à la maison, il y a 24 heures dans une journée. Toujours. Grosso modo, on passe de 8 à 10 heures à dormir et à faire des choses comme se brosser les dents, prendre une douche, s'occuper, flâner dans la chambre d'hôtel, whatever. Hein? Donc, on a 10 heures. Donc, il en reste 14. Supposons que je suis un amateur de musée. Moi, que j'en mange des musées comme les gens tout à l'heure. Sur les 14 heures qui restent, si j'ai passé 6 heures à faire mon activité préférée dans une destination, 6 heures, hein, sur les 14, il en reste quand même 8. Dans ces 8 heures-là, où je vais aller au restaurant, où je vais me promener, où je vais aller dans les boutiques, où je vais regarder un coucher de soleil, où je va se concentrer, grosso modo, les 2 tiers de ma dépense à la destination. C'est là que ça va se passer. Et ça fait partie des choses qu'il faut apprendre également à l'intérieur de tout ça, que ce n'est pas l'activité principale. On dit que ça prend un produit d'appel, ça prend une raison de se déplacer, hein, que ce soit pour aller faire du ski, que ce soit pour me promener en van, que ce soit pour whatever la raison. Il est important, donc, de se rappeler que c'est autour que ça va se passer. Humaine, ça doit être sincère, ça doit être digne de confiance. On recherche ça. Les 2 exemples que je vous donnais tout à l'heure sont des exemples typiquement américains qui ne se sont pas reproduits ailleurs et qui sont impossibles à reproduire. C'est Disney et Las Vegas. C'est le factice à son échelle la plus absolue et ça ne peut pas marcher ailleurs. Walt Disney, qui a ouvert Disneyland Paris, presque 20 ans, a failli faire faillite 2 fois. Parce qu'ils ont reproduit ce modèle-là qui ne fonctionnait pas, ni dans la nourriture, ni dans la façon de se déplacer, parce que ce n'était pas sincère, parce que ça ne parlait pas à la clientèle européenne. Et ça leur a coûté cher, et si ce n'était pas juste une question d'ego, d'un point de vue strictement économique, ils auraient fermé. Et donc, l'offre authentique va être aussi non commerciale, pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Elle va l'être. Par défaut, elle va l'être. Parce que oui, je vais l'acheter le T-shirt de Grande Prairie. Oui, je vais prendre un selfie dans un café ici. Oui, je vais être content d'être venu. Oui, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre une photo de ma chambre d'hôtel avec le boulevard quand je suis arrivé. C'est la première chose que j'ai faite. Et ça, sont des activités non commerciales qu'il pourra avoir et qui, peut-être, d'une certaine façon, vont avoir fait connaître Grande Prairie à des gens qui n'avaient même pas la moindre idée que ça existait. Et donc, non commercial, simple, pas fausse, loin de l'idée de faire de l'argent à tout prix. Ce n'est pas une motivation pour se déplacer quelque part. Là, je vous présente ici quelque chose de fabuleux. Vous connaissez la Bretagne, donc dans le nord de la France. Moi, ça fait 5 fois que je regarde la vidéo ici. Ouvrez les oreilles, ça va vite, plus vite que moi. Mais vous allez comprendre le message. Enfin, je vous laisse regarder, puis on va discuter du message par la suite. Il va y avoir du volume, on est prêt derrière. Oups, on souhaite. Non! On monte le volume. On réessaie. On va réessayer.
Le technicien, il a plein de sueur sur son front. Non, c'est vraiment sur la console qu'il fallait monter le son. Ah. Oh, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, hein, on parlait de la technologie. On ne peut pas jamais se fier à la technologie. On l'avait testé avant le... Ah. Non. Ah. Je vais y aller. On va le faire rouler comme ça. Monte tous les... Parce que juste comme ça, c'est absolument pas intéressant. Hein. Bon, pour la Bretagne! Ah! Voilà! C'était le bon bouton. Quand on travaille fort. OK, on recommence, on est prêt, on monte le volume. C'est parti. Hey, salut! Moi, c'est Jean-Bas. Les gens me disent souvent qu'en Bretagne, je veux dire les non-bretons, que la Bretagne c'est chiant, qu'il fait pas beau, qu'il fait pas chaud, qu'il y a rien à faire. En gros, pour eux, la Bretagne, c'est le trou du cul du monde. Alors que pas du tout! Toi-même, breton, tu sais bien que tout cela n'est que mensonge et baliverne. Et que notre Bretagne est bien plus riche que ces quelques clichés éculés. Alors, pêcheur, marin, tailleur de granit, festivalier, surfeur, surfeuse, cuisinier pur beurre, agriculteur, baigneur solitaire, pêcheur à pied, vedette, écrivain, étudiant, conteur, web designer, bigouden, fan de blé noir, amoureux de la Bretagne, nous avons besoin de toi pour rétablir la vérité et pour donner envie au reste du monde de passer nous voir cet été. Bon alors, voilà comment on va s'y prendre. On va faire des vidéos, des petits selfies, en mode pas trop long, genre 20 secondes, qu'on mettra sur internet, YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, enfin toi-même tu sais. Pour ça, t'as juste à nous raconter ce que tu aimes en Bretagne. Les vagues, les plages tranquilles, les nuages, les galettes, le soleil, la musique, les expos, un petit resto, bref, tout ce qui peut donner envie de venir en Bretagne. Bon là par exemple, on est sur un port. Alors voilà ce que ça pourrait donner. Moi ce que j'aime en Bretagne, c'est un bar de Lille au barbecue. Je vais chercher le poisson directement sur le port, avec un petit jus de citron, c'est parfait. Viens en Bretagne. Tu vois, c'est tout bête. T'as juste à commencer par moi ce que j'aime en Bretagne. Tu finis par viens en Bretagne. Entre les deux, tu fais ce que tu veux, mais tu montres pas ta zégonette. Pour que l'année prochaine, le monde entier soit enfin au courant que venir en Bretagne, ça vaut grave le détour. Que ça claque, que ça déchire, c'est divin. C'est du bonheur, c'est du velours. Viens en Bretagne, viens en Bretagne, viens en Bretagne. Viens en Bretagne. Et si t'as pas tout bien compris, ici au moins tout est clair sur viensenbretagne.fr. Ah, en fait, j'oubliais, les meilleurs selfies, on les passera à la télé. Viens en Bretagne. Authentique. Il n'a rien inventé. C'est lui, c'est sympathique. Il dit, moi, je suis heureux d'être ici, vous, les Bretons. Faites juste le dire en 20 secondes aux gens. Pourquoi? Vos petits bonheurs quotidiens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'une agence de pub fabuleuse. On a juste besoin de... Évidemment, c'est déjà fait, vous allez me dire, il est trop tard. Mais cette idée-là, encore une fois, de cette fierté, toute simple. Et on n'a pas besoin, il n'a pas montré des monuments, il interpelle les Bretons à dire comment vous vivez en Bretagne et laissez savoir au reste du monde que vous le faites. La question de la personnalisation aussi est importante, je l'ai dit. On est rendu à un niveau le plus élevé de personnalisation dans l'histoire de l'humanité. Moduler un produit ou un service en fonction des besoins ou des désirs de celui qui l'utilise. Et ça, c'est un enjeu qu'on a. La plus importante dans une logique de personnalisation, encore une fois, je le répète à grands traits, c'est pas de vouloir dire ce que nous on aime, hein, puis comment on le voit, puis de dire on vous le rentre dans la gorge. On ne peut pas censurer le visiteur. Il faut lui donner envie de venir pour les bonnes raisons qui lui appartiennent. L'entreprise ou le voyageur lui-même, donc, il y a une rencontre entre les deux, une espèce de co-construction. Vous avez tous pris des vacances, vous avez tous fait des voyages. Et je ne pense pas ici qu'il y a personne qui est convaincu qu'il y a une destination touristique qui a dit quoi faire ou qu'il y a une entreprise qui a dit comment faire. On a décidé tout seul. On est grand. On a choisi, on a parlé en famille, en couple ou whatever, avec les amis. Hein, puis on a tous décidé tout seul. Là. On est d'accord? Personne ne vous a influencé. Non. Dans les faits, on le lit quelque part. Mais c'est de façon un petit peu, j'allais dire, pas insidieuse, mais on ne s'en rend pas compte. Puis quand on fait des grands tests, des grands focus group, encore une fois, avec des gens, personne ne va nous dire que des campagnes les ont influencés. Même si dans les faits, oui, c'est rentré dans la tête. Le voyageur, donc, conçoit de plus en plus son propre parcours touristique grâce aux technologies. Parce que, effectivement, on est un peu jaloux de nos amis sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat si on est plus jeune, et on se nourrit de ça. Puis après coup, on pense qu'on est capable, on pense qu'il y a des bons prix qui volent dans les airs, puis qu'on est capable de les attraper sur Internet. Ça, c'est drôle. Ça, parenthèse éditoriale. On me pose souvent la question, c'est quoi le meilleur site pour trouver le meilleur prix? Un site Internet, c'est un intermédiaire. Vous avez déjà vendu votre maison? Il y a un agent d'immeuble, c'est un intermédiaire. L'agent d'immeuble, il ne vous dit pas « Bonne nouvelle, Paul,
J'ai vendu ta maison, mauvaise nouvelle, la moitié du prix de ce que tu voulais. Je choisis le prix auquel ma maison va être vendue. La compagnie aérienne a choisi tous les billets qui sont vendus. Il n'y a personne, je veux dire, Air Canada s'est pas fait dire on te les a vendus à moitié prix. Non. Il a décidé d'avance qu'il y aurait différentes classes tarifaires, puis après coup, ça s'envole. Si par hasard, vous l'avez attrapé parce que X, Y, Z, puis l'intermédiaire, lui, il prend une commission là-dessus. Fait qu'il prend de l'argent par-dessus ce prix-là, fait qu'il ne l'a pas vendu à perte. Fin de la parenthèse. Donc, cette idée-là de concevoir son séjour va être importante. Et c'est là, encore une fois, que la technologie va être importante. Et c'est là, tout d'un coup, que l'idée d'un réseau, l'idée de circuit commence à prendre son sens. Parce que, puis je vais revenir tout à l'heure, en Amérique du Nord, l'automobile est reine. Ici, en Alberta, on le sait, le pétrole, on aime ça, on prend son auto, l'homme, surtout, désolé, je ne veux pas être misogyne, mais l'homme, derrière son auto, le volant, fait vrombir son moteur. C'est le fun, les autos électriques, mais ça fait moins de bruit. Ça ne fait pas de bruit pantoute. Et donc, de partir à la découverte, effectivement, parce qu'on a fait son circuit et tout, est une valeur encore. C'est une façon, sinon la principale façon de se déplacer à des fins touristiques, qui ne sont pas des fins touristiques d'affaires. Segmenter et donc personnaliser l'information. Ce qu'on va faire en sorte, c'est que de plus en plus, on est capable de dire, encore une fois, si on dit notre circuit, il est touristique, donc du français, hein, non. Il y a un circuit découverte, il y a un circuit gastronomique. Oh, tout d'un coup, on commence à parler. Attends une minute, c'est le fun. Il y a des façons, il y a des choses qu'on mange différentes ici. J'ai mangé au restaurant ici hier soir, je regardais le menu, tu sais, la moitié du menu, c'est du bœuf. Puis j'étais content. J'aime ça, le bœuf. Et c'est sûr, ça fait saliver. Donc, il y a cette idée-là, on va découvrir des choses qui sont typiques, encore une fois. Donc, on augmente d'un côté la valeur des données clients, c'est-à-dire que puisqu'ils se personnalisent, qu'ils passent par des canaux, on est capable de comprendre. On est capable maintenant de savoir qu'il y a des touristes francophones et qui recherchent. On est capable avec le corridor, on est capable avec le réseau de voir qui a cliqué. Google Analytics, c'est notre ami, puis on fait comme, oh, il y a des gens d'Afrique qui, effectivement, se sont intéressés. Puis on est capable de voir quel a été le parcours sur le site du réseau des villes. Puis on fait comme, oh, les Africains n'ont pas les mêmes intérêts dans le même ordre. Ils ne cliquent pas sur les mêmes sections du site que les Français ou que les Asiatiques. Et là, tout d'un coup, c'est le fun, parce qu'en personnalisant, entre guillemets, parce qu'on est très fiers de personnaliser, nous autres, au côté, on est un petit peu... tu nous dis des choses sur toi. Et donc, il faut en tirer profit. Et donc, les actions et les préférences, donc de plus en plus connues, mesurées, donc à de plus en plus des algorithmes en plus, qui nous permettent, des outils qui se développent, qui nous permettent de traiter tout ça. Le recours à la technologie, ici, c'est le petit point de vente, c'est un incubateur qu'on a parti à Montréal, d'entreprise du tourisme, de la culture et du divertissement. J'en parle parce que j'ai été un des fondateurs de ça et qu'on a actuellement, c'est la deuxième cohorte, 12 entreprises qui travaillent dans le tourisme d'un point de vue de l'innovation, principalement technologique. Pourquoi c'est important? Plusieurs raisons. La première, c'est que si aujourd'hui on ne sait pas coder, on est analphabète. Je suis analphabète. La prochaine génération, la maîtrise des langages numériques du code est essentielle. Maintenant, des entreprises dans les jeux vidéo, par exemple, dans la finance, dans la haute technologie, attirent les jeunes finissants qui vont travailler là et qui gagnent beaucoup d'argent. Si on ne les attire pas à travailler dans le tourisme en leur disant que le tourisme est un domaine de développement d'innovation technologique et d'innovation, on n'aura pas de cette relève-là. Je parlais tout à l'heure du ski, la même chose avec le numérique. On doit dire que le tourisme est un vecteur parce qu'il y a 1,4 milliard de gens qui se déplacent d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de fric à faire, c'est plate. Là, dans le cas présent, c'est important de parler d'argent. Et tu sais, créer des nouvelles vocations, créer des nouveaux métiers, créer l'entreprise touristique de demain. On ne se le cachera pas que la question du code se passe beaucoup en anglais. Je pense qu'on doit développer aussi cette façon de faire en français. Et c'est important de le faire dès maintenant. Donc, le recours à la technologie, essentiel. La technologie nous aide à faire des choses que l'être humain n'est pas capable de faire. La première, c'est de fluidifier l'expérience de voyage, le parcours du visiteur. Parce que, je vous disais tout à l'heure, dans la personnalisation, on ne veut pas demander de l'aide. Quand on est derrière le volant, on ne veut pas demander la direction à qui que ce soit. Une chance que le GPS maintenant intégré dans l'iPhone, parce que sinon... Enfin. Donc, cette idée-là de fluidifier et donc de rendre disponible, de donner de l'information. Quand je suis en voyage, pas donc j'ai prévu, effectivement, j'ai monté tout seul mon voyage, j'ai choisi mon hôtel, mon billet d'avion, ou j'ai choisi quelle auto j'allais louer, ou comment j'allais prendre mon auto, et tout, et tout. Après coup, je ne parle plus aux gens du réseau, je ne parle pas au bureau d'information touristique. On n'aime pas ça aller dans ces endroits-là.
Et donc, cette autonomie-là se retrouve dans le fait qu'on est capable désormais, vous savez qu'il a été annoncé d'ailleurs dans les Amériques, les frais d'itinérance s'achèvent d'ici 2 ans, je crois. Il y a une entente qui a été prise. Donc, cette idée-là que bientôt toute l'information sera disponible et à faible coût, sinon gratuitement. Fabuleux. Ça, c'est une piste d'avenir technologique très importante. Il y a l'assistance virtuelle également, anticiper et satisfaire des besoins des clients. Parce que si vous avez mangé dans le cours de votre séjour tel et tel type de restauration, il est possible que celle-ci vous intéressera de tel endroit. Donc ça, la personne derrière un comptoir d'information touristique n'est pas capable, vous ne connaît pas, vous a jamais vu. Elle ne sait pas où est-ce que vous étiez hier. La technologie nous aide à développer, à monter des profils. Puis le pire, c'est qu'on se vante de ça, puis on fait le Facebook plugin en plus, on donne tellement d'informations qu'il est possible d'en tirer profit. Plusieurs services aux voyageurs vont être faits. Recherche et réservation, recommandations en des lieux et des fonctions des intérêts, du budget, de déplacement, de la date où on veut partir et tout et tout. Aéroport de Montréal a fait un test avec une des entreprises qu'on avait incubées, qui s'appelle State 22, qui offre à la fois de l'hébergement commercial, la réservation d'hébergement commercial, mais aussi de Airbnb, une entente mondiale, donc avec une compagnie québécoise, Et ils se sont rendus compte à l'aéroport de Montréal, à ma grande surprise, qu'il y a un pourcentage qui est à peu près 5 % des gens qui arrivent à l'aéroport, atterrissent, arrivent d'ailleurs, et disent « Où est-ce que je peux aller dormir? » Qui n'ont pas réservé. Ce qui était inimaginable il y a 20 ans. Personne ne serait parti dans un autre pays ou dans une autre ville sans avoir réservé l'hébergement. Avec l'arrivée de l'hébergement collaboratif, Airbnb, entre autres, les gens arrivent en disant « Je vais avoir le meilleur deal ou je vais retrouver. » Et donc, il y a même un pourcentage de ces gens-là. On est en train de casser les codes et la technologie le permet. Parce qu'on sait que c'est possible, on le fait. Si on pensait que c'était impossible, on ne le ferait pas. Aussi simple que ça. Et donc, encore une fois, de personnaliser. Toutes sortes de stratégies, toutes sortes d'entreprises technologiques développent effectivement des assistants personnels touristiques fort pertinents et intéressants. Forme de tourisme, donc, liée au développement touristique des communautés francophones. On va regarder quelques petits exemples. Encore une fois, vous allez avoir des tables rondes et des gens beaucoup plus pertinents que moi pour vous en raconter beaucoup plus au cours de la journée, mais on va regarder ça ici. Nouveau-Brunswick, fabuleux, hein? C'est beau, j'aime ça. Forme de tourisme liée au développement touristique des communautés francophones. On est généralement dans des familles de formes de tourisme qui ressemblent à ceux-ci. Tourisme agro-touristique, dans un sens large. Découvrir les plats, découvrir les ingrédients, découvrir la façon d'être, découvrir les plats traditionnels. Hein. On parlait du Nouveau-Brunswick, la poutine râpée. Yeah. Ça fait partie des choses qu'on veut découvrir. Donc, oui, il y a du patrimonial, mais il y a également de la nouveauté. Nos amis français avaient compris depuis très, très, très longtemps, avec leur vin, avec leur fromage, avec des appellations contrôlées. Puis nous, ça nous a pris à peu près une centaine d'années de comprendre pourquoi c'est intéressant, parce qu'on est capable de développer et de proposer aux gens cette chose-là. Quand vous allez en France, les gens ont tellement de plaisir avec le vin parce que vous avez déjà vu les gens, ils sont capables de vous expliquer que dans leur vignoble, le soleil apparaît à telle heure, il est là, ils sont capables de décortiquer la profondeur, le côté minéral ici, de chacune des années. Il y a une connaissance vraiment là, du terroir au millimètre près. Et parce que, puis je reviens avec mon fromage du pied de vent, parce que ce sont ces vaches-là qui mangent cette herbe-là à cet endroit-là, ça donne ce goût-là qui ne peut pas être reproduit ailleurs. Donc, l'agro-tourisme, sans surprise, il y a du potentiel. Rappelez-vous, moi, personnellement, j'ai un ventre qui le prouve ici, tous les jours, on mange 3 fois par jour. On n'oublie pas de prendre nos vacances, on n'oublie pas de manger non plus. Quand on ne mange pas, c'est pour des raisons pas d'oubli, c'est autre chose. Donc, il y a cette forme-là sur laquelle il faut réfléchir. Puis on va parler tout à l'heure de circuit. Je pense qu'en termes de thématique, en termes de pensée stratégique de développement, ce volet agro-touristique va être essentiel. Tourisme culturel et patrimonial. Encore une fois, nous avons une histoire, on veut la partager. L'erreur serait de dire, faites la tournée des musées, c'est la seule façon d'y accéder. Ou allez voir une série de roll-up. Hein, c'est le fun, les roll-up, mais dans mes vacances, moi, je ne suis pas très roll-up. Je ne sais même pas c'est quoi le terme en français, tellement j'aime pas les roll-up. On se comprend. Tourisme d'apprentissage. Et là, on l'a dit tout à l'heure. Oui, pour les jeunes, c'est intéressant, puis je vais vous donner des exemples d'autres communautés qui l'ont fait. La langue comme étant une façon, un intermédiaire, une médiation de ce que nous sommes, de quelque chose qu'on va partager. J'ai fait un seul voyage en Chine dans ma vie et on est toujours accompagné d'un chaperon.
c'est vraiment ennuyant, parce qu'il est toujours collé sur nous, jusqu'à temps que quand il n'est plus là, on découvre qu'on est vraiment tout seul au monde. Puis qu'on l'aimait, mais on ne le savait pas jusqu'à temps qu'il ne soit plus là. C'est vrai de bien des gens quand vous y pensez. Il avait essayé de m'enseigner. C'est la première chose qu'il a essayé de faire, qu'on a un moment où on n'était pas sur le travail, c'est de m'enseigner les rudiments de la langue. Oh, pas facile. Mandarin, pas facile. Français, il y a quand même moyen de s'en tirer. Mandarin, plus dur. Mais ça a été spontanément. Il n'a pas été formé, il n'a pas été payé, il n'a pas été... comment dire, c'est pas le Parti communiste qui avait demandé de m'infiltrer. Il voulait vraiment, c'était la chose la plus intime qu'il voulait partager avec moi, c'était la langue, encore une fois. C'est normal. Tourisme religieux. Puis religieux dans un sens très large, pas dans le sens de la foi et de la... Mais le fait qu'on a été créé, hein, il y avait nos amis les jésuites qui suivaient un petit peu partout, les explorateurs. C'est dur de se débarrasser d'un jésuite. C'est comme certaines maladies, pas facile, c'est assez tenace. Je parle ici d'infection seulement, pensez pas mal. Mais cette idée-là, effectivement, que le caractère patrimonial et le spirituel, et puis une recherche de sens dans le voyage. Vous savez que c'est je parlais d'authenticité tout à l'heure. Il y a cette volonté-là, on n'est pas dans le tout inclus ici, mais cette volonté-là qu'on va quelque part, effectivement, de revenir un peu changer, d'avoir compris autre chose, d'avoir accès à une autre forme des termes un peu ésotériques, spiritualité, mais c'est là. Et c'est parmi les plus grands vendeurs. Puis pensez encore une fois à vos dernières vacances. Quand on va dans une ville très éloignée, les probabilités qu'on aille voir un site religieux ou patrimonial ou un sanctuaire ou autre vont être très importantes. Et ce n'est pas pour aller faire une petite prière ou pour aller se confesser, mais c'est pour aller voir comment c'est. La première fois que je suis allé à Istanbul, je suis allé à Sainte-Sophie. C'est fabuleux voir Sainte-Sophie. L'histoire de Sainte-Sophie, qui est devenue à la fois église, qui est devenue mosquée, qui est redevenue église, incroyable. Le tourisme linguistique lui-même, dans toutes ses déclinaisons. Comment je vais avoir accès à la langue? Comment je vais la partager? Comment je vais la comprendre? Très important. Et le tourisme expérientiel, et ça, c'est un mot fourre-tout, mais c'est une autre piste sur laquelle j'invite le réseau à travailler fort, c'est de dire qu'est-ce que je vais vivre en francophonie, en monde francophone, que je n'aurai pas ailleurs. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai le temps, hein? J'ai le temps. Je suis rendu au premier, j'ai juste la moitié des... Bon, on va y arriver. Je vais parler plus vite. Puis quand je ne suis pas capable de parler plus vite, j'enlève les voyelles, fait que ça va encore plus vite. Vous voyez? Structurer le circuit. Donc, regardons un petit peu les leçons parce que finalement, on n'est pas les seuls. Je vous l'ai dit, le circuit touristique est en 2018 un produit, une façon de mettre en tourisme une offre touristique qui est toujours aussi pertinente, sinon plus. Cette idée de se déplacer de lieu en lieu avec une automobile, généralement, ou avec une vanne, ça, chez les milléniaux, la vanne, c'est fabuleux. Hein? Ils prennent un vieux truc Ford ou Mercedes ou autre, ils mettent un lit en bois, tout le kit, ils partent, puis ils sont heureux. Donc, oui. Donc, c'est quoi un circuit touristique? Un trajet à suivre le long d'un chemin pittoresque qui relie un certain nombre de sites touristiques évocateurs ou ouverts aux visiteurs. Ça, c'était la formule de base. Hein, puis là, on disait, bien, il y a un circuit de baleines parce qu'on est sur le long d'un fleuve, un circuit viticole parce qu'il y a quelques vignobles en cours de route, un circuit des artistes parce qu'il y a effectivement des gens qui... on a ça à Charlevoix, par exemple, à Québec, au Québec. C'était un peu de la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut imaginer par la suite que le circuit n'a pas obligé d'être une chose linéaire et qu'il n'y a pas d'ordre dans lequel on va le suivre. Et ça a été le problème. J'avais travaillé il y a bien longtemps avec il y a des festivals de musique classique au Québec qui sont chouettes. Joliette dans un manoir, Domaine Forget de l'autre, dans les cantons de l'Est. Et les quatre avaient dit, on va faire un circuit. Il n'y a personne qui va voir 4 festivals de musique classique dans le même été. Puis les festivals n'ont pas lieu en même temps. Fait que ce n'est pas un circuit. Hein? On retombait dans la même logique de dire on fait quelque chose tout seul, si on est 4, ça va être 4 fois plus intéressant. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt, puis il faut qu'il y ait une logique. Il faut se mettre à la place. Ce n'est pas se dire si on est 4 ensemble, ça va être le fun pour nous autres. T'sais. Le voyageur, il fait quoi? Le voyageur va avoir un certain nombre de temps. On va réfléchir. Est-ce qu'il y a une journée? Est-ce qu'il y a 2 jours? Est-ce qu'il y a 5 jours? Est-ce qu'il y a 2 semaines? Est-ce qu'il le fait à chaque année? Est-ce qu'il va à un endroit différent chaque année? Est-ce qu'il va plus loin dans son apprentissage, dans son expérimentation, en allant au même endroit chaque année? C'est des questions qu'on doit se poser. À qui on s'adresse? Et tous n'auront pas le même attrait. Tous n'auront pas le même intérêt.
Certains vont être vendeurs dès la première année, d'autres, il va falloir les travailler fort pendant de nombreuses années. L'importance des services complémentaires, c'est-à-dire, si je pars à l'aventure avec ma vanne, je suis content, et même si je n'ai pas réservé avant, il va falloir que je dorme quelque part ou que je la stationne quelque part, ma vanne. Il va falloir que je le sache. Je vais savoir à quel endroit je peux aller manger, à quel endroit je vais trouver cette nourriture authentique. C'est fou parce que c'est la première fois que je viens à Grande Prairie, puis on était dans... Denis nous a conduits dans, justement, la petite vanne et tout. Et c'est fou comme j'étais partout ailleurs. J'ai reconnu les enseignes, la façon d'aménager, comment les boulevards sont construits. C'est fou. Donc, c'est pas là que ça se passe. C'est pas dans ce petit passage-là que j'ai découvert Grande Prairie. Mais c'est dans cette découverte-là de où est-ce que j'allais manger, où est-ce que je vais avoir le meilleur, etc. Donc, l'information doit être donnée. Le touriste, il a cette chose-là. Il est orgueilleux puis il veut s'arranger tout seul, mais en même temps, il n'y a aucun repère. Quand c'est la première fois que je vais quelque part, j'ai besoin, et le réseau devra m'apprendre à me donner les outils par lesquels je vais me repérer, sans avoir à demander à quelqu'un. C'est ça le message. Axé sur une thématique distinctive, c'est que la francophonie, c'est le fun. Dans un deuxième temps, il va falloir s'assurer que nos circuits, notre façon de penser le circuit, la façon de connecter d'une façon ou d'une autre, parmi nos 140 membres, dans certains cas 3, dans certains cas 15, dans certains cas à certaines périodes, pour certaines durées, il va falloir qu'on le réfléchisse. On ne peut pas juste dire, voici des circuits, choisissez. Il y a 1500 circuits possibles. Regardez le catalogue, choisissez. Non. Il va falloir être au bon endroit sur chacune des thématiques et être capable de le vendre. Il va falloir donc, ça varie, je l'ai dit, en longueur, en contenu, selon les modes de déplacement, à pied, en vélo, en voiture, en autocar, ou multimodal. Si on ne le fait pas, si on fait juste dire on a des attraits touristiques où il y a une réalité francophone, voici le site Internet, démerdez-vous, ça se peut que les gens n'aient pas envie de se démerder tant que ça. Structurer l'offre aussi. Donc, à quoi ça sert, le faire? Donc, on veut, au final, que ça soit attrayant. Il y a eu une mode dans les années 90 où il y avait des forfaits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un forfait, c'était mettre plusieurs sites ensemble avec l'hébergement, puis on payait un seul prix au début. Ça a fonctionné dans l'Est du Canada, ça a bien fonctionné. Et là, à un moment donné, tout le monde voulait faire des forfaits. Et j'ai été obligé d'expliquer, moi, à des gens que si tu mets 5 produits touristiques pas bons, ensemble, ça ne fait pas un bon touristique, un bon produit au final. Non. Par exemple, je ne sais pas, vous devez vous faire opérer au foie, puis là, vous avez choisi l'hôpital Edmonton, le plus grand spécialiste nord-américain du foie. Et là, l'hôpital vous appelle en disant, malheureusement, le chirurgien n'est pas disponible. On en a 3 pas pires qui vont faire l'opération. Vous allez dire non. Non, 3 pas pires, c'est pas un bon. Ça ne marche pas de même. Donc, cette idée-là qu'il faut... Puis, produit d'appel, c'est pas obligé d'être Walt Disney. Je répète, ça peut être un produit d'appel qui interpelle un certain nombre de gens. Je suis conseil d'administration d'un petit festival qui va fêter son 20e anniversaire de musique électronique. Ça s'appelle MUTEC, à Montréal. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus important, mais les gens qui vont là sont des maniaques. Ils viennent du Chili, ils viennent du Japon, ils viennent à chaque année. Parce que pour eux, dans un domaine très précis, très étroit, dans lequel le travail de promotion, dans le travail de programmation est tellement pointu qu'ils viennent. Ils n'en reviennent pas à chaque année. Ça va être notre 20e édition l'année prochaine. Donc, on comprend cette idée-là. On ne veut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas ça la logique. L'idée, c'est d'être pertinent. Et encore une fois, dans notre réalité francophone, il existe cette pertinence-là. Je ne peux pas croire qu'on n'arrivera pas à la conclusion, avec 140 villes membres, qu'on n'a pas un terreau assez fertile pour faire de quoi de le fun. Pas pour tout le monde, mais pour les gens à qui ça s'adresse. Et ça, ce travail-là, c'est à nous, membres du réseau, le réseau de le faire. Permettre de développer et de mettre en marché une offre préalablement organisée de façon cohérente. Encore une fois, Région touristique des Laurentides avait fait une campagne à la radio Laurentides, est du nord du Québec. Et la campagne radio, c'était pendant 1 minute. La speakerine disait tout ce qu'il y avait à faire dans les Laurentides. Je suis dans mon condo, à Mont-Tremblant, et voici toutes les choses que je peux faire. Moi, si je suis dans un condo à Mont-Tremblant, à cette période-là, j'étais dans un condo, j'avais loué ça, là, je veux la sainte paix, je veux dormir, je veux juste rien faire. Et le fait qu'elle énumérait sans arrêt des activités me rendait malade. Bien, la même chose avec nous autres. Voici tout ce que tu peux faire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Les catalogues, les inventaires, c'est comme mes sites patrimoniaux tout à l'heure,
Ça peut peut-être vous faire plaisir de dire on a mis de l'argent, on a fait une campagne, puis bingo, tout le monde est là, puis tout le monde a été nommé. Ça ne sert à rien. Ça va peut être bon pour votre nombril, très mauvais pour le visiteur. Ça permet la concertation entre les intervenants. À partir du moment où vous avez dit, pas en disant vous êtes francophone, développez-vous, puis là on va aller voir les 3-4 personnes, fait qu'il va y avoir un hôtel, un restaurant. Non. On va développer, on va dire voici à quoi ça devrait ressembler. On va prendre le temps. Voici quelles sont les ressources, comment on devrait y arriver. Puis je vais vous donner des exemples, il y en a qui l'ont fait et ça fonctionne. Mais le hasard n'est pas suffisant, puis l'idée de dire vous êtes francophone, signez ici, c'est fait, envoyez-nous un chèque de 200 $, ça ne sera pas suffisant. Et ça sert à se démarquer, à attirer une nouvelle clientèle. Si on est cohérent, si on est authentique, si on répond à la bonne clientèle, si on a réfléchi à tout ça et qu'on fait le travail et qu'on prend notre temps, ça va fonctionner. Ça veut dire aussi, on s'excuse, que dans certains cas, il y aura des choses qui ne seront pas retenues. Tout le monde ne sera pas de façon importante, de façon aussi importante présenté. Ça se peut que certains ne seront pas présentés. Ça se peut que certains ne soient pas encore assez matures. Certains ne seront pas au niveau, au standard. Puis ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une question de dire vous n'êtes pas fin, c'est de dire on ne pense pas que vous avez encore la maturité nécessaire pour attirer une clientèle touristique. Et c'est normal. On ne peut pas tous être à la même vitesse au même moment. Concevoir le circuit. Donc, il va falloir commencer par, oui, un inventaire, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Et quelle en est la qualité? La qualification est essentielle. La qualification est essentielle. Mais encore une fois, la qualification, ce n'est pas de juste dire on apparaît dans des guides touristiques ou on a un gros budget marketing. C'est est-ce qu'on a un potentiel de développement pour que des gens viennent voir ça? Et si oui, lesquels? Il faut donc analyser, classifier. Puis là, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, on va tous s'endormir. Mais ça va prendre un plan d'action. Hein? Où il y aura des objectifs clairs, encore une fois, où les organismes et les acteurs concernés et leur contribution sera mentionnée, sera définie. Je sais que ça paraît gros, je sais qu'on dit on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, donc on pensait juste qu'on avait un party une fois par année dans une ville en Amérique du Nord. C'est un engagement, mais on va voir, encore, rappelez-vous de ma conclusion du début, hein, il faut, si on a un plan comme ça, si on le développe et qu'on va voir les pouvoirs publics, des provinces, des États, des gouvernements fédéraux, on risque d'arriver quelque part. Parce que si on dit « donnez-nous de l'argent, on va faire de quoi, on ne sait pas quoi », puis on n'a pas réfléchi encore, ça n'ira pas. Si on dit « on a une vision, on pense, on a démontré, on a des attraits, on a des acteurs concernés, on a des communautés qui embarquent dans nos projets, on l'a testé, on est capable de faire des choses, on a des gens dans le numérique qui sont capables de nous accompagner sur le développement de la structuration », on n'a plus le même discours. Et tout d'un coup, on devient intéressant et attrayant. Hein? Donc, les objectifs, les acteurs, les sources de financement, c'est là que l'économie prend tout son sens. Et c'est là, tout d'un coup, que tu dis qu'effectivement, nos gouvernements, bien, si on le développe, il y a tant de gens qui viennent, effectivement, bien, avec la taxe, avec le déplacement, avec ce qu'ils auront fait, avec la façon dont on va participer à rendre le Canada, les États-Unis, le Mexique plus intéressant, plus pertinent, plus attrayant, plus vivant, plus authentique. Merveilleux. Là, on s'en va quelque part. Définir le trajet, les étapes, les attraits, les sites d'intérêt, les hébergements, on l'a dit, et la signalisation. Signalisation réelle, la signalétique qui est importante, le branding qu'on va donner, mais également les repères qu'on doit partager. On va y arriver. Facteur de succès, il faut que le thème soit fort et riche et corresponde aux attentes de la clientèle. Encore une fois, langue, gastronomie, religion, culture, toutes ces thématiques-là. Il faut que ça parle de quelque chose aussi. En tout respect pour mes amis du corridor francophone, ça ne veut rien dire. Ah, rien pantoute. Puis moi, je ne fais pas comme corridor francophone. Ouais, en vacances, corridor francophone. Moi, le corridor, c'est un passage, hein, entre la salle de bain et la cuisine. Ça, c'est le corridor. Puis il n'y a pas grand-chose de francophone à part moi qui crie après ma blonde. Mais ça, autre chose. Une masse critique d'entreprises et d'attraits et de produits d'appel. Donc, cette masse-là, puis produits d'appel, il peut être humble, le produit d'appel, mais il correspond à la volonté de gens. Pensez à nos Bretons tout à l'heure. Je veux dire, je vais sur le port. Moi, j'aime ça, effectivement. Aller sur le port, aller voir le pêcheur, prendre un poisson, puis aller le préparer dans mon Airbnb. Puis après ça, celui qui me l'a loué est bien fâché parce que ça pue. Mais c'est une autre histoire. Que ça soit cohérent et uniforme aussi. Monter un circuit, monter un produit touristique, c'est une promesse qu'on fait aux visiteurs. Tu vas retrouver ce qu'on t'a promis de te donner. Si c'est un patchwork tout croche d'affaires qui ne fonctionne pas, qu'on te dit que tu allais voir un centre d'interprétation, mais qui est fermé, qui est en rénovation, qui n'ouvre pas la fin de semaine, ça ne va pas bien.
Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé en France à Saint-Raphaël. Un congrès, c'est fabuleux. Saint-Raphaël, Côte d'Azur, c'est-tu beau? Écoute, dans l'hôtel où j'étais, il ne m'avait pas dit que le restaurant était fermé la fin de semaine. Et c'était la fin de semaine où il y avait presque des ouragans. C'était tellement le fun. Bravo. Donc, la promesse, on doit la respecter. Si on promet quelque chose, on doit le donner. On doit y penser. Il ne faut pas qu'on soit en test, il ne faut pas qu'on aille commencer à faire de la promotion, mis de l'argent là-dedans, puis se rendre compte que ça ne fonctionne pas, notre affaire. Ça va prendre par la suite aussi, c'est ça, pas juste des entreprises touristiques, mais également des partenaires privés, publics, associatifs. Il faut mettre tout le monde l'épaule à la roue. Je vais vous donner des exemples pour terminer. Et ça prendra une technologie mobile, parce qu'encore une fois, si c'est juste une carte qu'on distribue ou un guide touristique qu'on distribue essentiellement dans les bureaux d'information touristique, ça va être raté. Il y a dans la région des Cantons de l'Est, toujours au Québec, je les adore, je nommerai pas la région, ils ont construit un bureau d'information touristique, 4 millions de dollars. Et comme c'était la MRC, la communauté immédiate qui l'avait financé, ils ont dit on ne va pas parler des autres. Fait que dans le guide touristique, dans cette région-là, dans ce bureau d'information touristique, il n'y avait que des guides de la région. Si je suis rendu là, si je fais 2000 kilomètres, à mon avis, j'avais la moindre idée, un petit peu une idée de ce que j'allais faire. Je n'avais pas besoin d'un centre d'information touristique à 4 millions de dollars avec des flyers sur un rayon de 5 km autour de moi. C'est pas une bonne idée. Vous pensez que c'est drôle? Vous pensez que ça se peut pas, que c'était là 50 ans? Non, 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 c'était là 2 ans, ça existe, et je pourrais vous en raconter tout plein. Vaut mieux bien faire les choses que le faire donc mal, et donc le mobile est important. Des exemples inspirants de circuits linguistiques, pas essentiellement francophones. Des circuits touristiques patrimoniaux linguistiques. Nos amis castillans, ils sont fabuleux, je les aime beaucoup, en Espagne, sont très fiers. Je trouve qu'en termes d'inspiration, de fierté, la Catalogne a des leçons à nous donner. Ça ne se passe pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Eux autres sont un petit peu sanguins. Mais néanmoins, ont développé, ça fait déjà quelques années, un chemin de la langue castillane. Donc, itinéraire culturel basé sur l'histoire de la langue. Ça, c'est encore plus fabuleux, là. Comment la langue s'écrit. Hein? Axé sur des villes déclarées du site patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les attraits mettent en valeur la langue. Là, eux autres, ils ont vraiment misé dessus. C'est pas en disant, nous parlons cette langue-là, là, c'est vraiment la racine pure de l'histoire de la langue. Et encore une fois, la visite de monuments de villes de sites patrimoniaux espagnols qui ont un lien historique direct avec l'émergence ou l'évolution de la langue castillane en Espagne. Eux autres, ils la jouent à fond, la langue. Et imaginons, est-ce qu'on le fait? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Quand on va en France, hein, j'adore votre accent, puis j'adore le vôtre, puis eux autres, ils n'ont pas d'accent, puis tout le monde, sauf les Français, ont un accent. C'est gossant. Mais pensons-y, cette idée-là de comment a évolué. Puis je suis allé à Haïti, comment les Haïtiens nous rappellent comment la langue, comment le créole s'est développé. Il y a quelque chose de fabuleux. Il y a une raison pourquoi la langue qu'on parle en Amérique du Nord, au Canada et au Québec en particulier, est la langue du roi, de la cour du roi, parce qu'on était tellement éloignés qu'elle a été figée dans le temps. Elle est plus authentique qu'est le français aujourd'hui parisien, qui est une construction récente dans les faits. Tout ça, il y a un intérêt là-dedans. C'est un exemple. Route des monastères, donc découverte des institutions du Moyen Âge qui ont joué un rôle de premier plan dans le processus de la naissance de la langue castillane. Donc, c'est comme ça que c'est apparu. Eux autres, ils la jouent à fond. Sur les traces de la langue wallonne en Belgique, c'est intéressant comment le wallon s'est développé. Eux autres aussi. Traces de la langue wallonne. Oh, il y a un petit insecte ici, c'est un petit papillon. Vol, petit papillon, vol. Parle-nous en français. Avec un parcours en boucle qui comprend 24 attraits du patrimoine culturel et linguistique du quartier d'Outremeuse à Liège. Circuit disponible sur une application gratuite, téléchargeable et tout et tout. C'est simple, mais encore une fois, l'intérêt ici, c'est que ce n'est pas une initiative qui est en parallèle de ce qui se fait en Wallonie, donc des autorités touristiques wallonnes, mais c'est également intégré à l'ensemble de l'œuvre. Donc, si je me dis, hey, j'aimerais ça aller en Belgique, j'aimerais ça m'intéresser à la Wallonie, il y a des circuits. Parce que sinon, c'est quoi les chances que je fasse circuit linguistique, wallon, Belgique, tourisme, vacances? Nul. On est d'accord? Corridor francophone ici, donc, l'idée de contenus patrimoniaux, ici au Canada. C'est une belle initiative. Hein? J'ai dit des choses, c'est pas méchant. Les initiatives doivent... Puis je pense qu'il va y avoir des liens à faire avec ça. On ne peut pas être deux réseaux en parallèle. Il y a des raisons pour lesquelles ça a été en parallèle, mais je pense que tout le monde... au final, on a tous les mêmes objectifs, donc des contenus patrimoniaux, culturels et touristiques sur l'ensemble du territoire canadien. Encore une fois, je trouve que l'erreur, c'est pas le fait... Je pense qu'ils ont fait un bon travail d'inventaire et de caractérisation. Bravo.
Le travail, maintenant, c'est la mise en commun, puis comment on laisse savoir au reste du monde que ça existe. Mais ils ont fait ce travail-là d'itinéraire modulable à emporter, donc dans chacune des régions, dans chacune des provinces. Classification nationale des services en français, c'est intéressant, avec un site web dédié. Mon point, c'est que le site web ne devrait pas être dédié, mais devrait être dans le site de Destination Canada, et éventuellement, de la même façon, avec le réseau des villes francophones et francophiles. Les régions celtiques des îles britanniques. Tu sais, moi, naïvement, j'ai l'impression que les anglophones sont tous pareils, parlent tous la même langue, puis que c'est réglé. Puis assez rapidement, quand on prend un petit peu de recul et qu'on essaie d'être un peu plus intelligent de ça, on se doute assez rapidement que les Irlandais, les Écossais, il y a une histoire derrière tout ça. Et effectivement, ils l'ont joué. Et ils l'ont joué très bien d'un point de vue touristique, donc avec des communautés principalement entourées de régions de langue anglaise. Pure, c'est pas le bon terme, mais mainstream. Situés donc souvent, eux autres aussi, en périphérie, en milieux ruraux. C'est la réalité qu'on a ici en Amérique du Nord avec le fait français. Et donc, ils l'ont bien travaillé. Les Écossais donc, ont développé des aspects linguistiques du gaélique du Nord. Donc, vraiment, on travaille là-dessus. Musée, interprétation, capsule, événementiel. L'événementiel est super important. Cours de langue, concerts de musique, musée, exposition, village reconstitué. Alors là, dans le cas présent, ça peut être intéressant. Dans certains cas, une reconstitution, puisqu'il y a certains éléments de patrimoine qui sont intéressants, qui donnent une clé pour interpréter, ça devient pertinent. Et la création d'une section spécifique sur le site web de Visit Scotland. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ils n'ont pas dit, nous avons notre propre site Internet, notre réseau, puis nous autres, on se trouve le fun, puis on le trouve beau, notre site Internet, puis on a donné ça à une firme, puis on est content, puis on clique dessus. Puis ma mère clique dessus, puis elle aime ça aussi, puis elle est fière de son fils. Il faut aller plus loin que ça. Et donc, Visit Scotland a cette portion-là sur la réalité linguistique écossaise et, bravo, la culture écossaise gaélique est donc mise en valeur. Un peu la même chose avec les Irlandais. Tourisme culturel et éducationnel intégré à la planification linguistique. Eux autres, ils ont dit l'avenir de la langue passe, le levier du tourisme devient un levier, un outil pour garder vivante la langue. Puis pensez-y, combien de cultures, puis je pense ici en Amérique équatoriale, par exemple, comment des anciens métiers, des anciennes cultures, tout le mouvement des économusées également sur des savoirs anciens, sont soutenus par le biais du tourisme pour garder vivantes et vivants des savoir-faire. C'est vrai de la langue aussi. Alors oui, dans certains cas, la reconstitution va être essentielle, mais nos politiques linguistiques, qu'elles soient provinciales, fédérales, devraient reposer sur ces stratégies-là de développement touristique. Ça ne peut pas juste être une patente, un truc qui relève d'un ministère de l'Éducation ou d'un truc purement protocolaire. Ça n'a aucun sens. Donc, la marque, je ne le prononcerai pas, hein, donc, c'est plein de mots qui n'ont aucun sens. Là, il y a trop de voyelles. À un moment donné, trop de voyelles, c'est comme pas assez. Stratégie promotionnelle du tourisme linguistique est donc intégrée aux efforts du pays. Une offre touristique qui est composée de paysages, de musique, de chansons, de danse, de programmes d'apprentissage de la langue. Il donne des cours. Jamais j'irai, je serais incapable. Et l'offre est principalement axée sur le marché national, sur les immigrants irlandais d'Amérique du Nord qui désirent revenir aux sources. Les expatriés, les affinitaires, est un marché fabuleux à développer. Et donc, c'est pour ça qu'en Amérique du Nord, nous aussi, on a beaucoup d'anciens francophones, comme le maire Robideau tout à l'heure, qui dit « Je ne parle pas le français, mais j'ai mes racines. » Et c'est intérêt pour lui, donc, de le redécouvrir. Ça ne va pas se faire en 1 an, ça ne va pas se faire en 3 ans, ça ne va pas se faire en 5 ans, mais on est patient, on en a vu d'autres. Nos amis Maoris, qui étaient une culture... Puis regardez la difficulté sur la planète, les Autochtones, beaucoup plus que les francophones, quels que soient les continents, les enjeux qu'ils ont eus, puis les enjeux qu'on vit ici au Canada avec les Autochtones, donc de se retrouver, de se réapproprier une culture qu'on avait voulu effacer, que les colonisateurs ont voulu faire disparaître. Bien, la même chose, pour eux, il y a une grande importance accordée à la communauté autochtone chez les Maoris, à tel point que c'est devenu le principal incitatif à voyager en Océanie. C'est incroyable, là. Ça fait partie donc intégrante de l'offre et but. Non, but ne va pas là. De la stratégie touristique de la Nouvelle-Zélande. Ils sont partis d'un marché, d'un créneau de niche, et c'est devenu le principal attrait, la principale carte de visite, la principale image qu'on a. Qu'est-ce qu'on a de la Nouvelle-Zélande, à part les Maoris et les agneaux?
Qu'est-ce qui nous vient en tête? Non, rien. Ils l'ont réussi. Donc, redévelopper, donc c'est un exemple que je trouve très inspirant. Service aux entreprises maoris, donc éducation et formation, développement de la gamme de produits, renforcement des relations entre les organismes touristiques régionaux et les organisations touristiques maoris. Donc, on a fait un travail de fond. Il y a un travail de fond qui, au final, on parlait de l'économie tout à l'heure. Si on va voir le gouvernement américain, si on va voir le gouvernement canadien, le gouvernement mexicain, puis qu'on leur dit « Regardez ce que ça fait quand on travaille bien de façon intelligente, comment on change notre image positivement. » Et c'est incroyable. Et ça, c'est une source d'inspiration pour les Autochtones nord-américains qui s'inspirent beaucoup de cette grande réussite. Et c'est fabuleux. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Il n'y a rien de plus authentique que ça. Là, ici, ce n'est pas un site, ce n'est pas un grand centre d'achat, ce n'est pas de la technologie à n'en plus finir, c'est ce petit baiser qui se fait par le frottement du nez on n'a même pas besoin de l'expliquer. Et ça, moi, ça me donne envie. Pas lui en particulier, mais ça me donne envie d'y aller. Hein? Donc, intégration de l'offre dans le positionnement international de la destination, développement de forfaits qui combinent ces expériences-là, et tout et tout. Donc, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Oups, ça achève. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communauté anglophone de Grosse-Île des îles de la Madeleine. Île de la Madeleine, estuaire du Saint-Laurent, est canadien, 13 000 habitants. Là-dessus, il y a à peu près 600 anglophones. Ils sont en situation minoritaire, clairement. Et ils ont développé, je vous invite à aller voir les îles de la Madeleine, c'est le paradis terrestre. J'ai fait des îles, j'ai vu La Réunion, j'ai vu Tahiti, j'en ai vu des îles. C'est probablement mon île préférée sur toute la Terre. C'est incroyable. Et ce qu'ils ont développé, entre autres, sont venus avec le crab cake. Il faut manger le crab cake des îles de la Madeleine. Parce que, le crabe, ils s'y connaissent pas mal, puis la pêche, il est merveilleux. Et donc, imaginons qu'à l'intérieur même d'une île qui est toute petite, éloignée, que ça coûte cher, ils ont réussi à développer quelque chose de tout à fait authentique et qui répond à un besoin. Ils ont compris, effectivement, qu'en Amérique du Nord, il y avait beaucoup d'anglophones et beaucoup d'anglophones riches qui pouvaient se rendre là-bas et aller apprécier le crab cake. Parce que c'est le seul endroit où on va le manger aussi bon. C'est fou. C'est inimaginable. Encore une fois, il y a 15 ans, il y a 10 ans, dans une conférence sur le tourisme, j'aurais dit, pensez-y même pas, vous perdez votre temps, ça va il va falloir mettre des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars dans le New York Times pour réussir à mettre une publicité que personne ne va regarder. Aujourd'hui, vous êtes capable de le faire et ça fonctionne. Donc, ils sont capables de développer des partenariats, financement, amélioration des installations, connaissances auprès de divers organismes. Et donc, ils ont réussi à financer ce travail-là. Puis, ils sont tous charmants en plus. D'autres exemples inspirants, Nouvelle-Orléans, bien sûr. Région du Québec, encore une fois, l'Abitibi-Témiscamingue. Le Témiscamingue, encore une fois, terme autochtone, un mélange. Ils ont décidé qu'ils étaient une région dans laquelle il n'y a à peu près rien à faire. Puis on fait un plan stratégique, puis je les connais bien, ils m'avaient appelé, puis ils m'avaient dit « Paul, on va faire un plan stratégique, puis on voudrait que tu sois un peu notre consultant. » Puis là, on a commencé le travail, on a fait l'inventaire de tout ce qu'il y a, puis tout le kit. Puis moi, j'ai dit « Les amis, l'Abitibi-Témiscamingue, déjà que c'est pas facile à dire, si vous ne trouvez pas 2 ou 3 choses maximum sur lesquelles vous dites « On est capable d'être les meilleurs dans l'Est du Québec, dans l'Est du Canada, dans le Nord-Est américain, allez-y pas. » Puis on choisit 3 choses. On dit, on est super bon en motoneige, on est super bon en culture émergente, et on est super bon, c'est quoi le troisième? Chasse et pêche. Mais un de ces-là, culture émergente, avec les Autochtones, entre autres, ils ont dit, on va mettre ça très fort. Et c'est une association touristique qui a convaincu les gens de la culture de dire, nous allons opérer votre virage culturel. Et c'est devenu Culture Abitibi-Témiscamingue. Je ne rentre pas dans le détail. La présentation est en format PDF. Je vais vous la partager avec grand plaisir en français. Donc, ça va être un test pour vous, pour les francophiles, on s'entend. Ils ont réussi à développer l'image, la fierté régionale à tel point que tout le monde le connaît, qu'ils font des capsules dans le bulletin régional du téléjournal où ils présentent les gens, les anciens, les Autochtones. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais ils ont tellement bien travaillé avec les gouvernements régionaux, avec les municipalités régionales, avec la culture et tout, que le budget de l'association touristique est le 4e le plus important de toutes les régions du Québec. C'est la plus petite région et elle a un budget plus grand. Pourquoi? Parce qu'elle a convaincu les gens que la force du réseau, la compétence en passer le message, le rendre intelligible, le rendre intéressant pour des clientèles, de segmenter les clientèles, jeu de base, ils l'ont fait. Ils ont prouvé que ça marchait, puis un budget d'à peu près 3,5 millions. Autofinancé. C'est pas rien.
Puis je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, il y a une charte qui est signée par tous les gens. Mais là, ce n'est pas juste les gens touristes, ce n'est pas juste la municipalité, c'est les chambres de commerce, c'est les entreprises, c'est les commissions scolaires qui disent on va réaliser des actions dans le cadre du projet. On signe une charte. On oriente le développement culturel de la municipalité dans le sens de la démarche collective. 52 municipalités sont embarquées, 7 conseils de bande autochtones, 16 organismes ont signé la charte de participation, 90 % de la population se trouve inclus dans cette démarche-là. Et ça, c'est une inspiration fabuleuse. Puis je pense que votre prochain colloque, vous devriez inviter la directrice générale, Randa Napki, d'origine égyptienne, d'ailleurs, en Abitibi-Témiscamingue, à faire ça. D'autres intervenants de la région, organismes et communautés autochtones ont aussi signé une charte d'engagement à la démarche. Ils ont créé là-bas un festival de musique émergente. Rouyn-Noranda, qui est la capitale là-bas, qui est une ville qui n'a même pas 100 ans d'âge, a 40 000 habitants, 20 000 de moins, 23 000 de moins que Grande Prairie. Puis en termes d'éloignement, c'est à peu près la même chose. On va être d'accord là-dessus. Ils ont fait donc un festival de musique émergente, 42 500 habitants, en disant qu'on va promouvoir la musique émergente indépendante. On va, comme le réseau, contribuer au développement économique régional, maintenir, dynamiser et attirer de façon originale les jeunes en région, contribuer au rayonnement de la région, contribuer au maintien d'un climat social riche et sain. Et tout, on a fait des partenaires. Je vais vous montrer, c'était le week-end dernier. Regardez à quoi ça ressemble. Ils ont fait des concerts dans le stationnement d'un hôtel, beaucoup plus laid que l'hôtel ici. Ils ont fait des concerts en canot, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le bord d'un lac. Il y a des lacs, il y a juste des lacs là-bas. Les artistes arrivaient en canot, puis il y avait des fois sur un quai un speaker. C'était dans une église. Ils ont fait toutes sortes de concerts. Et regardez, puis c'est une chanson en français d'ailleurs, francophone, ce petit clip-là, il va y avoir du son. Je vous préviens. Regardez bien ça. Moi, j'en ai la chair de poule là. Ça, c'est un exemple ici, je vais vous le montrer, donc, et tout, le canot. Ça, c'était vraiment cette année, là. Donc, les artistes arrivent en canot comme ça, avec la guitare. Et regardez le rendu, donc, 92 projets musicaux, blablabla, bla, bla, bla. Je vais finir par l'avoir, le maudit vidéo. OK. C'est parti. Assis au parc près de chez vous, la rue est pleine de jaloux. Moi je monte la gare en bon pétou. Dis-moi jamais de tes enfants, c'est moi qui t'ai caché quelque part là-bas. Dis-moi jamais de tes enfants. La lune est pleine just for you. Les cris des grands méchants loups, des balles d'argent, c'est ça que je shoot. Que j'envoie un se rendre à ton cou. Voyez l'idée? Deux témoignages à faire là-dessus. La première, c'est que peut-être que Marianne t'a connu, 3 étudiantes, anciennes étudiantes du bac, Myriam Comtois, Geneviève Léonard et Cynthia Babin, ont pris la vanne de Geneviève Léonard, puis ont fait la route jusque là-bas. Et moi, j'ai suivi leur compte Instagram. Ils ont vécu une expérience incroyable. Mon ami Pierre Belrose, vice-président à Tourisme Montréal, un organisme de développement touristique à Montréal, 50 millions de budget. Lui, il fréquente les Oceaga et tous les grands festivals du monde, a eu son expérience, une espèce d'épiphanie, sa meilleure expérience. Lui, il est allé en avion, il est un petit peu plus douillet. Mais on se comprend, une ville minière de 40 000 habitants. À côté de Rouyn-Noranda, Grande Prairie ressemble un peu à Paris. Là, je dirais, là, c'est pas beau, Rouyn-Noranda. Il n'y a rien de beau là-dedans. Honnêtement,
très sincèrement. Mais avec tout ce développement-là, c'est développé, eux autres aussi, une gastronomie, des bars à vin et tout, autour de ce positionnement-là. Puis vous avez vu les images, ce sont des jeunes, ce sont des milléniaux. Moi, j'imagine très bien vendre cette logique-là à Grande Prairie, qui fait un festival comme ça, qui se donne le temps de le faire grossir. Hein, on l'a vu, la 16e édition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et de faire en sorte que des gens vont venir pour ça, pour vivre une expérience fabuleuse. Pensez au Burning Man dans le désert du Nevada qui fait la même chose. On se comprend, dans le désert, il n'y a strictement rien, qui est un des événements emblématiques. Donc, il y a du potentiel, quelque part, à faire des choses. D'où l'idée d'être patient. Dernière chose, je vous en parle rapidement parce que je l'ai trouvé hier en arrivant, le parcours numérique francophone. Je ne sais pas si tu connais, Denis, moi je ne connaissais pas. Ça, c'est des stages, donc, dans le numérique. Encore une fois, c'est beaucoup avec français, québécois, wallons et africains, principalement. Cette idée-là d'avoir des gens qui sont déplacés pour des stages qui pourront être touristiques, mais vont être numériques avant tout. Donc, la francophonie, M. le maire Labombe le disait tout à l'heure, c'est un projet, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas arrêter. Il y a un potentiel qui est trop fort, trop grand, trop réel. Les exemples que je vous ai présentés nous prouvent que c'est possible, ce n'est pas une utopie. Je ne suis pas en train de vous cheerer ici, de vous faire miroiter des choses qui sont impossibles à faire. On a vu, hein, si les Maoris sont capables de le faire, si les Gaéliques, les Gallois sont capables de le faire, si ça a été fait dans une ville minière du Québec, quand c'est bien fait, quand c'est bien travaillé, quand il y a une stratégie, quand il y a un effort, quand il y a un réseau qui est porté par des gens compétents, puis qu'on donne le temps de bien faire les choses, de bien les financer, au final, il va y avoir des résultats qui vont être positifs pour tout le monde. Alors, on termine ici avec ma ville natale, Trois-Rivières, et ce qui reste du quartier français. C'est les 4 maisons qui restent, parce que Trois-Rivières a brûlé en 1908. Mais je vous remercie surtout de votre attention et de votre écoute fabuleuse. Merci. Bien, mais je vais remercier au nom du Centre de la francophonie des Amériques et du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, Paul Arsenault, pour cette stimulante et inspirante conférence. Merci beaucoup. Merci. Pour cela, je pense que vous avez dressé bien la table pour les discussions des 2 prochains jours, sans aucun doute. Vous l'avez mentionné également, le Centre de la francophonie. Il y a des projets qui sont en cours avec la chaire Transat de tourisme qui s'annonce également très, très prometteur. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette fructueuse collaboration entre nous. J'ai oublié de dire qu'on est à créer également un réseau du tourisme francophone dans l'innovation. Je suis passé trop vite tout à l'heure. Avec la France, la Belgique, la Suisse et le Maroc. Et le Canada, évidemment. Et ça va faire partie des travaux aussi, parce que j'y crois beaucoup. L'avenir du numérique et du français sont intimement liés. Merci à vous. Merci encore. Merci.